Je dois vous annoncer qu'après moult tentatives désespérées, dont des connaissances très approximatives et voire inexistantes de électricienne, ceci a rendu l'âme. Donc ma petite guirlande, eh bien, vous pouvez lui dire adieu, elle ne sera plus là, elle a décidé de lâchement m'abandonner au début de cette vidéo. En même temps, j'ai vu qu'il y avait un truc qui avait explosé là. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de mettre une loupiote orange, mais je ne suis pas trop convaincue. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va faire ensemble mon point lecture de février. J'ai quelques romans à vous présenter, 6 au total, ponctués aussi de quelques graphiques qui vont venir s'ajouter. Je suis assez contente parce que depuis janvier, bon en même temps, il n'y a pas beaucoup de mois qui se sont écoulés, mais j'arrive à tenir plus ou moins un rythme de lecture avec 5 ou 6 romans au cours du mois. Je sais que je ne retrouverai pas mon rythme de lecture comme quand j'étais au chômage, mais j'arrive à me tenir à peu près à ce chiffre-là, donc je suis extrêmement contente. Et donc je vais vous présenter tout ceci, sachant que il y a quand même de belles pépites dans le lot. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous demander de bien vouloir prendre quelques minutes pour remplir un questionnaire qui se trouve dans la barre de description. C'est un questionnaire histoire d'avoir votre feedback sur ma chaîne YouTube, connaître un petit peu les points que vous souhaitez que j'améliore ou que vous souhaitez que je mette en avant si je propose d'autres types de contenus. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour sur déjà ma chaîne YouTube, mais aussi sur votre consommation de chaîne Booktube d'une manière générale. Et bien sûr, l'idée c'est aussi d'apprendre un petit peu plus à vous connaître et savoir un petit peu ce que vous pouvez lire. Donc c'est un questionnaire qui, je pense, vous prendra à tout casser 5 à 10 minutes grand maximum. Mais si vous pouvez le remplir, ça m'aiderait grandement pour améliorer ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Bref, on va pas trop s'attarder sur cette introduction parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer avec mes lectures de graphiques. Je vais commencer avec les suites de saga et on partira ensuite sur les nouveautés. J'ai reçu de la part des éditions Coda le 2e tome de Beware the Villainess, une série de webcomics bourrée d'humour qui m'a fait rire comme jamais, en vrai, j'ai rigolé devant une série de webcomics. Dans cette histoire, on va y suivre une jeune demoiselle qui va se réincarner dans la peau de Mélissa, une jeune noble excentrique, un peu le cliché de la noble détestable qui fait un petit peu son caca nerveux et qui est très capricieuse. Là, forcément, son comportement est tout autre parce que Mélissa, la nouvelle Mélissa, donc, n'aspire qu'à une chose, c'est à une vie tranquille, surtout très loin de son fiancé actuel qui fait tout pour l'embarrasser, notamment en l'invitant à le rejoindre alors qu'il est dans les bras d'une autre. Donc autant vous dire que là, Mélissa, elle va se retrousser les manches pour essayer de rompre ses fiançailles, chose que désormais son fiancé ne veut plus. Donc ça va être tout un stratagème et tout un schéma qu'elle va mettre en place pour pouvoir justement arriver à ses fins, et c'est ça qui donne lieu à des situations particulièrement drôles, parce que tous les personnages dans cette histoire-là sont clichés à souhait, mais c'est ce qui est fait pour être humoristique finalement. Et je trouve ça trop drôle. D'autant plus que les dessins sont tournés d'une certaine manière à faire ressortir la tête des personnages sous forme de mèmes. Donc ils sont vraiment tordants quand on voit la tête des personnages. J'adore ce trait-là, je trouve que c'est hyper drôle. Et donc dans ce 2e tome, on va poursuivre la quête de Mélissa pour rompre ses fiançailles, quitte à user un petit peu d'alliance avec d'autres personnages, notamment un jeune homme qui est muet et qu'elle a trouvé au bord de la route. Elle ne sait pas d'où il vient et pourtant elle va inviter ce jeune inconnu à faire partie de sa garde, on va dire rapprochée. Elle va le considérer un petit peu comme son majordome, mais surtout elle va se présenter à son bras pour rendre jaloux son futur fiancé. J'ai trouvé ça hyper drôle franchement comme série, c'est une de mes séries préférées en ce moment parce que je me tape vraiment des barres. Je peux que vous le conseiller si vous en avez un petit peu marre en fait de toutes ces séries de romances qui se ressemblent, etc. Là ça va venir tout casser et je pense que ça peut apporter un brin de légèreté aussi. Donc je vous recommande chaudement ce webcomic. Ensuite, j'ai terminé une série de mangas très noirs, mais qui fait partie de mes séries de mangas préférées, je pense, parce que c'est le genre d'histoire qui ne va pas s'oublier et qui va rester ancré dans ma vie de lectrice. Il s'agit du 3e tome de Adabana qui m'a été offert par mon chéri. Dans cette histoire, on commence avec une jeune lycéenne qui a été retrouvée démembrée au bord d'un lac. Tout le monde se pose la question de qui a pu commettre ce crime effroyable et le lendemain, c'est une autre lycéenne qui arrive au commissariat pour confesser le meurtre et qui plus est, c'est sa meilleure amie. Forcément, tout le monde est surpris, tout le monde se pose des questions et tout de suite, les enquêteurs vont lui demander de raconter ses aveux, sa version des faits. Et plus elle commente son récit, plus elle enchaîne les événements et plus il commence à avoir un doute. Ils commencent tous, même ses avocats, à remettre en cause son histoire. Et donc tout dans le 1er tome, on va être avec cet échange avec les enquêteurs, avec la version des faits du coup de la présumée meurtrière. Dans le tome 2, on va être avec la victime elle-même, savoir ce qui s'est passé bien avant les faits et comment elle est arrivée à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et le tome 3 que je tiens entre mes mains arrive à la conclusion de l'histoire.
on a vraiment tout le dénouement, tous les nœuds qui se démêlent et on comprend absolument tout, on a toutes les explications. La fin pour moi est triste, mais en même temps, elle ne pouvait pas être autrement. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir d'autres conclusions parce que ça résume bien l'injustice finalement du monde. C'est autant une critique de la société qu'une critique aussi de ce qui se passe de partout en fait, des dangers aussi, de plein de sujets. Je peux pas trop vous en dire sans spoiler, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il faut vraiment faire attention au trigger warning. Il y a bon nombre de sujets qui sont très perturbants puisqu'ils sont abordés de manière très explicite dans ce manga-là. Donc si c'est très explicite, c'est-à-dire que c'est aussi très imagé. Donc c'est pas une lecture qui sera pour tout le monde et certainement pas pour les âmes sensibles. Donc c'est très dur à lire à certains moments et on a vraiment ce côté tout le long de l'histoire d'injustice où on se met à la place de la victime et où on a mal pour elle et vraiment on ne sait pas comment s'en sortir, tout comme ces deux filles, et c'est très triste ce qui se passe. Mais c'est très percutant et ça dénonce forcément ce type de sujet, donc je peux que vous recommander de découvrir au moins une fois cette histoire si vous n'avez pas trop le cœur sensible et si vous aimez bien tout ce qui est thriller noir et psychologique, ben je peux que vous recommander. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec cette histoire. Je peux pas trop rentrer dans les détails forcément parce que ça risque de tout spoiler et puis c'est un tome 3 donc c'est assez dur, mais en tout cas sachez que j'ai beaucoup aimé la conclusion de la fin, même si pour moi ça renforce encore une fois ce côté injustice, mais je suis très contente d'avoir finalement le dénouement de l'histoire et de comprendre aussi pourquoi telle ou telle personne a agi ainsi et de comprendre aussi les motivations de chacun et comment on est arrivé finalement au premier tome. Donc c'est très intéressant, j'ai absolument adoré, je ne peux que vous recommander. On passe maintenant avec les nouveautés et je vais commencer avec un one-shot, je pense qu'il parlera davantage à ceux qui sont fans de la série de jeux vidéo. Il s'agit de Final Fantasy XIV Academy d'Erzea que j'ai reçu de la part des éditions Mana Books. Très contente d'avoir découvert ce one-shot-là, même si je pense que je l'aurais davantage apprécié si j'étais connaisseuse du jeu vidéo. Je connais bien sûr la série, mais pas forcément le 14, je n'y ai jamais joué. Et si vous y avez déjà joué, je pense que vous allez d'autant plus apprécier l'apparition de ces personnages assez emblématiques, je pense, du jeu vidéo. Moi, pour ma part, ce n'était qu'une histoire lambda, dans un environnement lambda, avec des personnages absolument lambda. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier vraiment ce petit one-shot qui était très rafraîchissant et qui, je pense, sera beaucoup plus approprié à l'été. On est donc avec ces deux jeunes jumeaux qui font partie de l'académie d'Erzea et il y a deux académies dans cette académie-là. Il y a les étudiants de la lumière et les étudiants des ténèbres qui sont absolument rivaux, comme on peut le deviner. On a vraiment ce côté opposé où ils vont se confronter dans absolument tout et la directrice décide un jour de les faire se confronter au sein d'un tournoi. Donc il y a plein de petits mini-jeux qu'ils vont devoir remporter et celui qui remporte le plus de mini-jeux eh bien, sera déclaré vainqueur. Donc il y a plein de petits épisodes comme ça qui vont parsemer le récit et qui vont donner une touche de légèreté et un petit peu de piquant et de mordant aux relations entre les étudiants de la lumière et les étudiants des ténèbres. Moi j'ai bien aimé, franchement c'était assez rafraîchissant, très drôle aussi par moments, j'ai apprécié découvrir ces personnages. Je n'ai pas autant apprécié pour me donner envie de jouer aux jeux vidéo, mais en tout cas je pense que ceux qui ont joué vont beaucoup plus apprécier retrouver ces personnages. Je pense qu'on a un attachement beaucoup plus fort quand c'est le cas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Les dessins étaient mignons à souhait. C'était une belle conclusion aussi à la fin. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais disons que c'est fait pour la fanbase, quoi. Surtout que, bien évidemment, c'est parsemé d'humour. C'est un peu même le principe avec cette confrontation entre les étudiants. Ça donne lieu à des situations assez rocambolesques. On a des étudiants qui sont plus passifs que d'autres, des étudiants qui sont aussi beaucoup plus compétiteurs que d'autres. Donc c'était franchement sympa, très agréable à lire, j'ai passé un très bon moment. Une autre nouveauté, cette fois-ci qui me vient des éditions Akata et que j'ai reçue en service de presse, il s'agit du premier tome de Remember Me, la magie de l'amour. Dans cette histoire, on est avec Oriana qui est étudiante à l'académie de magie de Lagan, ou la jeune, je ne sais toujours pas comment on le prononce. Elle est en couple avec Vincent qui est son plus grand amour. Un soir où elle doit le retrouver à la bibliothèque de l'école, elle le trouve totalement inerte sur le canapé. Vincent est décédé et elle-même commence à sombrer et à tomber dans le néant. Sauf que quand elle ouvre les yeux, elle est dans sa chambre d'enfant, âgée alors de 7 ans. Elle a tous les souvenirs passés de sa vie avec Vincent et elle comprend qu'elle a été basculée dans le passé dans une boucle temporelle. Elle a conservé donc tous ses souvenirs comme je vous le disais et elle patiente bien sagement jusqu'à rentrer à nouveau dans l'académie de Lagan où elle va pouvoir retrouver son Vincent. Quand elle pénètre dans l'académie lors de son premier jour, elle croise justement son bien-aimé et elle va se jeter dans ses bras, sauf que Vincent n'a absolument aucun souvenir d'elle. Donc elle passe un petit peu pour une folle, je vais pas vous le cacher, il la repousse un petit peu en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Et si n'importe qui se la jouerait un petit peu fine pour essayer de
retomber finalement dans ses bras, hein, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste mettre les jeux à son avantage. Eh bien, elle va décider de lui coller au basque et de faire littéralement la stalkeuse. C'est ça qui donne un côté très humoristique finalement au récit par rapport à l'intrigue de fond qui est assez dramatique, parce que le but d'Oriana, malgré tout ça, c'est de sauver Vincent de ce tragique événement et de sa mort prématurée. Ça apporte un côté assez léger, du moins dans son premier tome, on est vraiment sur quelque chose de très humoristique avec Oriana qui va vraiment coller l'arrière-train de Vincent. Ça me fait très bizarre de dire ça aussi parce que Vincent, c'est le prénom de mon frère aussi accessoirement. Quoi qu'il en soit, vraiment, ça apporte une touche de légèreté. On va lui suivre à l'entrée au sein de l'académie, mais on va lui suivre aussi quelques années plus tard. Donc on va pas être uniquement avec de jeunes enfants, on va plutôt être rapidement avec des jeunes adultes. J'aime bien aussi les personnages qui vont venir se greffer, notamment un en particulier qui fait partie des amis de Vincent. En tout cas, j'ai bien aimé ce premier tome. Il y a beaucoup d'humour pour ce premier tome, mais il y a aussi un petit peu de tendresse parce qu'on va découvrir un petit peu plus sur la vie et le personnage de Vincent lui-même, et aussi sur la tendresse et la douceur que peut avoir Oriana elle-même, notamment le fait qu'elle ait peur de l'orage. J'ai trouvé ça très touchant ce passage-là. Ceux qui l'ont lu, peut-être que vous en souviendrez. Les dessins en plus de ça sont vraiment trop beaux. J'ai beaucoup aimé. Du coup, un premier tome qui est très prometteur pour la suite, et d'ailleurs, suite que nous aurons en avril, si je me trompe pas, début avril, on aura le tome 2 qui va paraître. Donc j'ai absolument hâte de découvrir la suite de ce petit manga. Une autre nouveauté, cette fois-ci des éditions Cotoon que j'ai reçues en service de presse, il s'agit de I Don't Trust My Twin, le premier tome. J'adore cette couverture, je la trouve absolument magnifique. Dans cette histoire, on va être avec deux jumelles, c'est celle de la couverture justement, dont l'une qui tire un petit peu les marionnettes, comme vous voyez. Mais c'est pas tellement celle dont on pourrait soupçonner justement la manipulation quand on lit ce premier tome, et j'en viens à me demander si vraiment c'est elle la méchante. Je vous explique tout. On est donc avec deux jumelles, l'une à la santé fragile et qui est un petit peu en retrait de la famille, l'autre qui se nomme Laurencia, si je me souviens bien, qui est celle qui est beaucoup plus mise en avant, qui est un petit peu la porte-parole de son père et qui est destinée finalement à hériter du domaine à sa mort. Donc elle prend vraiment ce rôle de futur chef de famille très à cœur, et c'est elle qui va diriger un petit peu toutes les affaires, ou du moins essayer de se former et de prendre de plus en plus de responsabilités. Sauf qu'un soir, elle va retrouver son fiancé en train de bécoter sa sœur jumelle. Donc elle va se dire « Mais gars, tu t'es trompé de sœur jumelle ?» Mais en fait non, pas du tout, c'était absolument calculé. Les deux en fait sont en couple à l'insu de Laurencia et formantes pour justement la destituer de ses droits en tant qu'héritière du duc, dans le but justement que ça soit l'autre jumelle qui prenne possession de tout ça. Et là, pas forcément elle meurt, mais elle va se réveiller bien des semaines avant, et elle va avoir tous ses souvenirs justement de ce complot entre sa sœur et son futur fiancé, et elle va essayer de déjouer tout ça, notamment en s'alliant avec un autre gars, un autre duc, qui est connu pour ne pas du tout aimer les femmes. Elle va lui proposer un marché, elle va lui demander de se faire passer pour son fiancé, pour justement éviter d'avoir ce côté manipulation avec sa sœur et l'autre gars. Mais quand on lit le webcomic, on se pose la question de savoir si Laurencia n'a pas mériter en quelque sorte ce qui se passe, et si son comportement n'est pas non plus très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression que sa sœur jumelle est beaucoup trop en retrait et beaucoup trop fragile, parce que quand on la présente justement bien des semaines avant, on comprend qu'elle a envie de prendre un petit peu part à tout ceci, mais qu'elle est carrément relayée en arrière-plan par sa sœur. Donc j'en viens me demander finalement si Laurencia ne serait pas la grande méchante de l'histoire, et si le point de vue qu'on suit de base, en fait, ce n'est pas celui de la méchante. Donc je suis très impatiente de découvrir tout ça. Et puis bien sûr, le personnage du duc et la relation finalement avec Laurencia, ce côté faux mariage en fait qui commence à prendre place, me fait penser à comment Rihanna a survécu au manoir Wink Knight, qui est un petit peu le même principe. Pour sauver Saint-Pau, en gros, elle cherche à faire alliance avec le duc et ils vont se faire passer pour fiancés, donc c'est un petit peu le même principe. En tout cas, je suis assez impatiente de voir ce que ça va donner. En tout cas, les planches de couleurs est absolument magnifique. Il y a ce côté utilisé nuit qui rappelle finalement la couverture, hein. On est sur les mêmes tons. Je trouve que c'est hyper joli, les dessins sont très beaux aussi, ça me fait penser à Seule la mort attend la vilaine. Donc voilà, un premier tome très prometteur parce que on met en place les personnages, on met en place un petit peu tous ces complots qui peuvent prendre part. Mais la grande question que je me pose, c'est laquelle des deux jumelles est foncièrement la méchante, et j'ai très hâte de le découvrir. Je termine la partie graphique avec une nouveauté qui me vient aussi des éditions Urban Comics. C'est la première fois qu'ils m'ont contacté pour recevoir cette bande dessinée en service de presse. Il s'agit de Aucune tome n'est assez profonde, et j'ai vu en fait que les dessins, il me semble que c'est les dessins, sont de Scotty Young,
et l'autre c'est Georges Corona. Je connais celui-ci parce que j'ai lu... Comment ça s'appelait? Ah, je sais plus. Je vous mettrai la bande dessinée ici quand je vais la retrouver. Mais c'était un comic que j'avais beaucoup apprécié également et c'est les mêmes dessins. Voilà, et je suis absolument fan. C'est complètement différent de ce que je lis d'habitude, mais j'ai beaucoup finalement aimé découvrir ces planches. Pour l'histoire, on va y suivre une ancienne braqueuse, un ancien en fait, on va dire gangster, une femme d'ailleurs, qui s'est rangée et qui ne fait plus du tout ça pour pouvoir fonder sa propre famille, sauf qu'un jour elle va découvrir qu'elle est malade, qu'il ne lui reste aussi plus que quelques semaines, avec un petit peu de chance, quelques mois à vivre, mais en tout cas elle est sur la fin. Et au lieu de passer le reste de ce temps qui lui reste avec sa famille, elle décide de prendre la route pour aller justement vaincre la mort elle-même. Donc il y a ce côté très western, mais en même temps très fantastique, fantasy, même avec cette partie sur la mort et sur la partie un petit peu de l'au-delà. Franchement, je ne vous en dévoile pas plus, mais c'est absolument excellent. J'ai passé un agréable moment, surtout qu'on va finalement, dans le fond de l'histoire, aborder la thématique du deuil et les différentes étapes du deuil. D'ailleurs, le nom des chapitres reprend ces étapes-là, donc j'ai trouvé ça très percutant et très intéressant. Un très bon comic, franchement. La fin, bon, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose, mais ça reste un très bon one-shot que je peux que vous recommander. J'ai passé un très bon moment, je l'avais oublié d'ailleurs dans mon book haul du mois de février. Je dois vous avouer que pas facile par contre de s'accrocher au personnage principal étant donné que c'est un bandit de base et que ça ne fait pas non plus que le bien. Elle se traîne un lourd passé. Elle a fait certains choix qui ne peuvent pas être occultés non plus. Et surtout, elle prend la route justement pour vaincre la mort, mais au détriment de ces moments qu'elle aurait pu passer finalement avec sa famille. Elle a fait des choix, encore une fois, peut-être pas les bons, et elle va peut-être le regretter à la fin. Mais en tout cas, voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir si vous aimez bien le style, surtout quand ça traite du deuil comme ça, c'est des thématiques qui sont abordées de manière assez violente finalement dans ce comics-là. Mais voilà, bon, bah écoutez, c'était une très belle découverte, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'en est tout pour les graphiques, et on va passer maintenant au roman. Je commence avec Mon abandon, mais je ne suis pas sûre de m'en séparer, peut-être que je le lirai un petit peu plus tard. Il s'agit d'une marée d'acier noir, le premier tome de L'âge de la fureur d'Anthony Ryan qui m'a été envoyé de la part des éditions Brajlon. On est sur de la fantaisie adulte aux inspirations, je pense, de mythologie nordique, parce qu'on va être avec des dracars, on va être avec des personnages assez bourrins, voilà, un petit peu dans le style finalement des Vikings. Du moins dans mon imaginaire, ça se présente ainsi. Je ne pourrais pas vous en dire grand-chose que je ne vous ai dit déjà dans mon vlog lecture. Je suis un petit peu perdue avec cette lecture, je suis arrivée à 100 pages et c'était assez éprouvant, je dois vous avouer. Ça met du temps à commencer, mais en même temps, c'est peut-être normal pour une fantaisie adulte aussi complexe. Il y a un côté assez lourd quand même dans les chapitres qui sont aussi extrêmement longs, parce qu'on va y suivre 4 personnages et donc 4 points de vue, et à 100 pages, vous n'avez pas fait tout à fait 2 points de vue par personnage, pour vous dire. De ce que je pourrais vous raconter en termes du résumé, donc on a 4 personnages qui sont différents, on a notamment l'un d'entre eux qui est un villageois qui va se faire attaquer par une bande de dracars qui va décimer tout son village. Il va partir, il va être capturé d'ailleurs, et ça s'arrête là au niveau de lui, je pourrais pas en dire de plus. Nous avons ensuite Théa qui est la représentante des Reinster, qui est celle qui fait office de justicière et qui vient du coup clamer la sentence des Reinster quand il y a des gens qui ont fait des trucs pas bien. Dans le premier chapitre, on la voit justement proclamer la sentence des Reinster sur l'un des représentants d'un petit village, et elle va embarquer avec elle sa fille qui est un petit peu particulière et dont les Reinster veulent absolument la présence. Ensuite, nous avons Felnir qui est une sorte de mercenaire au service de son grand-père qui navigue sur les flots et qui, avec sa bande, va récupérer un petit peu des passagers, des choses pour le compte de son grand-père. Et enfin, nous avons une dernière personne, je ne sais plus le nom, mais c'est un petit peu un scribe. Elle fait partie d'une sorte de groupe de croyances un petit peu à l'écart des Reinster, et donc là où je m'en suis arrêtée en tout cas pour le roman, elle se fait attraper par quelqu'un. Voilà un petit peu de ce que je pourrais vous en dire, donc c'est très vaste, mais de ce que j'ai cru comprendre du résumé, l'ensemble de ces personnages vont se retrouver pour une espèce de quête épique où ils vont devoir récupérer, je crois, un espèce d'artefact. En tout cas, je pourrais pas vous en dire plus, c'est quand même une belle pavasse, c'est écrit petit et c'est très long au niveau des chapitres, c'est pour ça que j'ai abandonné à un moment donné parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire pour le moment. Je pensais beaucoup plus m'intégrer finalement à l'histoire et avoir ce côté addictif, même si c'est long, ce côté addictif qui me donne envie de poursuivre, comme ça a été le cas pour l'Assassin Royal par exemple, même si c'est long et qu'on est avec un style de narration qui est très linéaire et qui va s'étaler dans le temps, il y avait quand même ce côté addictif dans l'Assassin Royal que je n'ai pas retrouvé ici et j'en suis un petit peu déçue. Donc j'ai vu quand même
quelques-uns de vos retours qui disaient que c'était plutôt sympa, donc j'ai envie de lui donner une deuxième chance, mais pas tout de suite. Le prochain roman, je vous en ai parlé dans mon vlog lecture, donc je vous renvoie à celui-ci pour en savoir un petit peu plus et avoir un avis à chaud. J'ai lu donc Sombre Solstice de Lizzie Felton et Johanna Marines qui m'a été envoyé par les éditions Slalom. On nous présente ceci comme un thriller atmosphérique mêlant épouvante, mystère et romance. Je vous en ai déjà parlé donc dans mon vlog, je trouve qu'on est plus sur un roman de mystère plutôt que le reste des mots-clés. Quoi qu'il en soit, au niveau du résumé, on est dans les années 70 avec Joshua qui vient de vivre un drame familial, du moins on le comprend dès les premiers chapitres, il est assez renfermé et pour pouvoir lui changer les idées, il y a son meilleur ami Randy qui décide de l'emmener dans un camp un petit peu de jeunes dans une forêt du Vermont. Il embarque avec lui donc Joshua mais également sa petite sœur Taylor qui est une sorte de musicienne un peu excentrique, un peu violente par moments aussi. Et enfin, la dernière personne à se joindre à ce petit groupe, il s'agit de Bonnie, accessoirement aussi le potentiel crush de Joshua. Du moins, Bonnie a un fort crush sur Joshua. Ensemble, ils vont partir donc en quête de ce camp. Ils vont laisser leur van au bord de la route pour pénétrer dans la forêt, sauf qu'ils vont se perdre et ils vont tomber sur un lac qui n'est pas mentionné sur la carte. Donc, ils sont complètement perdus et comme la nuit commence à tomber, ils décident d'établir un camp et de dormir et de reprendre la route le lendemain. De l'autre côté du lac, il y a un espèce de village abandonné, mais une fois que la nuit est tombée, il y a des petites lanternes qui s'allument dans les maisons et au bord de l'autre rive, il y a une silhouette qui va venir un petit peu hanter Joshua et ses rêves. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a surtout un nuage de papillons de nuit qui va recouvrir le lac, qui est un phénomène assez beau, mais toutefois très perturbant aussi. Finalement, il va se passer pas mal de choses au bord de ce lac. Ils vont essayer de comprendre aussi pourquoi il y a ce village de l'autre côté, pourquoi il n'y a personne. Donc Joshua va avoir de plus en plus de visions de cette silhouette et d'autres choses. Il y a un côté assez mystérieux à ce niveau-là, assez onirique aussi. Je trouve que si au tout début du roman, on est sur des tons qui sont beaucoup plus humoristiques, beaucoup plus jeunes et pas très travaillés, plus on avance dans le roman et plus on atteint un style narratif assez poétique. C'est ce que je reproche finalement à ce roman, malgré qu'il soit tout à fait intéressant. Je reproche que toute la première partie, on est avec des jeunes qui vont se balancer des vannes tout le temps et ça n'a aucun intérêt. Ça peut être drôle pendant un chapitre ou deux, mais après on veut du concret, on veut de l'histoire. Sauf que là, pendant de nombreux chapitres, on va plus être avec des vannes qui vont se lancer, des taquineries, plutôt que réellement du concret sur l'histoire. Ça va être par-ci par-là, mais c'est pas assez, moi, pour m'avoir donné ce côté addictif. Pour ceux qui aiment la poésie, je pense que vous allez être conquis parce qu'il y a quand même beaucoup d'extraits de poèmes, notamment de Charles Baudelaire avec Les Fleurs du Mal. Moi, c'est quelque chose plutôt qui me sort finalement du récit quand je suis en plein milieu d'un paragraphe et d'un seul coup, j'ai 4 lignes d'un poème, encore un paragraphe et de nouveau 4 lignes d'un poème. Ça me parle pas spécialement parce que je suis pas non plus très sensible à ce type de poésie-là. Mais par contre, plus on avance, plus le mystère prend place et plus on arrive avec des phénomènes et on comprend aussi pourquoi il y a ce village et pourquoi il y a tous ces phénomènes-là. On rentre sur un style narratif, encore une fois, comme je disais, beaucoup plus poétique, donc c'est un petit peu plus appréciable. Mais je trouve ça dommage d'avoir fait 2 tomes, étant donné que celui-ci est très court. Il fait même pas 300 pages, je pense qu'un one-shot aurait pu suffire. Ça aurait permis de contrebalancer un petit peu cette différence de narration avec le début du roman. En tout cas, le côté épouvante, je ne l'ai pas du tout ressenti, mais en même temps, je suis quelqu'un qui regarde énormément de films d'horreur, donc pour pouvoir avoir un côté épouvante dans un roman, il en faut beaucoup. Donc je suis pas sûre d'être la mieux placée pour juger cet aspect-là, mais pour moi, ce n'est pas du tout épouvante. La romance, il y en a une effectivement, mais pour moi, elle est tombée comme un cheveu au milieu de la soupe. Je n'ai pas trop compris en fait d'où elle est venue. La manière dont elle s'est insérée, elle a vraiment popé pour moi de manière complètement inexpliquée et j'ai pas du tout été émue par cette romance malheureusement. Mais je pense que le tome 2 sera beaucoup plus centré sur les côtés peut-être épouvante, en tout cas thriller, ça c'est certain, je pense, au vu de comment se finit ce premier tome. Le tome 2 est à paraître en août prochain et ça sera donc le dernier tome, mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il me manquait vraiment quelque chose, donc je ne pense pas poursuivre, mais je reconnais tout à fait qu'il y a une certaine qualité dans la réalisation, surtout au niveau de la fin. L'histoire est assez intéressante et pourrait plaire au plus grand nombre, je pense, mais pas à moi en tout cas. Dommage. Là par contre, j'arrive avec un tome qui, je pensais pas que ça allait autant me plaire. J'hésitais parce que je me souviens que c'était Mimi de la bibliothèque d'Emilia qui l'avait lu en lecture commune sur, il me semble, un Discord où ils font des lectures communes des Firiloot. Et c'est pas un livre qui avait été très apprécié de ma mémoire. Ah, moi, je l'ai défoncé le livre. Il s'agit de La forêt de Grimm de Catherine Purdy qui m'a été envoyée de la part des éditions
Sabran. On est avec un récit young adulte, ça c'est sûr et certain. Vous allez retrouver une romance qui s'intègre dans le côté young adulte, mais extrêmement touchante, extrêmement bienveillante, bien respectueuse aussi. Moi j'ai bien apprécié, mais surtout la réécriture des contes. Et oui, je dis des contes parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. On est au sein de la ville de Combe de Grimm qui est entourée donc de la forêt de Grimm. Et on y suit particulièrement Clara, qui est une jeune demoiselle qui vit avec sa grand-mère, dit Nona, qui tire les cartes pour lire l'avenir justement de ceux qui lui demandent de les tirer. Clara, depuis son tout jeune âge, ne tire que 2 cartes. La première, c'est la forêt maudite, qui fait référence donc à la forêt de Grimm. Et la seconde, c'est la créature aux longues dents qui lui annonce une mort prématurée. La forêt de Grimm, par ailleurs, a offert aux habitants un livre magique dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui permet à chaque habitant de faire un vœu et qui va se réaliser grâce aux instructions qui seront données dans le livre. Sauf qu'il y a 3 ans, l'un des villageois a fait le vœu de tuer quelqu'un et c'est ce qui s'est passé. Donc pour les punir, la forêt de Grimm a décidé de reprendre son livre magique et de fermer ses portes. Ou tout du moins, elle n'a pas tout à fait fermé les portes de la forêt puisqu'elle attire certaines personnes et ceux qui pénètrent au sein de la forêt n'en ressortent jamais. C'est ce qui est arrivé justement à la mère de Clara qui a pénétré dans cette forêt et qui n'en est jamais ressorti. Tous ceux qui rentrent et qui n'en sortent pas d'ailleurs sont nommés des égarés et chaque mois, un villageois est tiré au sort pour pouvoir justement pénétrer dans la forêt et essayer de récupérer non seulement le livre, mais aussi toutes les personnes disparues. Sauf que la forêt est bien décidée à ne laisser rentrer personne, mais Clara va réussir un petit peu à déjouer tout ça et à pénétrer dans la forêt en compagnie de Axel, son meilleur ami, qui a perdu aussi sa fiancée, et sa meilleure amie qui, accessoirement, est la sœur de la dite fiancée. Le trio va donc rentrer dans la forêt de Grimm pour essayer de récupérer le livre et retrouver les égarés. Sauf que, moi je vous le dis, vaut mieux se méfier des princesses que du grand méchant loup dans cette forêt. Et c'est là que va intervenir la réécriture de contes que je trouve absolument fascinante. C'est la réécriture justement de ces princesses et autres personnages de contes qu'on va retrouver au sein de la forêt qui sont maniés d'une certaine manière un petit peu plus dark. Alors on n'est pas sur de l'horreur, bien loin de là, on est sur quelque chose d'assez young adulte encore, mais au niveau de l'ambiance qui se dégage, on est sur quelque chose d'assez sombre. On va pas être sur des réécritures toutes belles. Au contraire, on est sur des réécritures plus sombres qui sont franchement intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça donne vraiment lieu à des péripéties qui sont très intéressantes. C'est un roman qui prend son temps, qui va beaucoup jouer sur l'ambiance aussi et sur la survie des personnages au sein de la forêt de Grimm. Et c'était hyper passionnant. Franchement, j'ai pas vu les pages passer. J'ai passé un excellent moment de lecture. D'autant plus avec ces réécritures, je voulais savoir comment ça allait être manié. À partir du moment où j'ai vu la première réécriture, je me suis dit « Ah ok, on part sur ce style-là, ok, je veux en savoir plus » et ça n'a pas loupé et j'ai été très comblée avec ce livre-là. C'était génial, je peux que vous recommander si vous aimez bien les réécritures de contes un petit peu plus sombres. Alors oui, ça reste de young adulte encore une fois, ça casse pas forcément 3 pattes à un canard non plus. Et la romance est quand même dans un sens assez touchant parce qu'on va être avec un personnage mais qui ne va pas vouloir brusquer les choses, qui ne va pas vouloir aller imposer son opinion et s'imposer lui-même. C'est quelqu'un qui va plus attendre en fait et qui va essayer de contenter tout le monde. Et j'ai adoré ce personnage-là en fait, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Clara d'ailleurs, en tant que personnage principal, est extrêmement intéressante aussi parce qu'elle est totalement déterminée à retrouver sa mère au sein de la forêt. C'est son objectif ultime et elle sait qu'en rentrant dans cette forêt, elle va perdre la vie. Donc elle sait très bien que ce sont les derniers moments qu'elle va passer en compagnie de son entourage, mais pour autant, elle veut prendre ce risque-là pour essayer de sauver sa mère et j'ai trouvé sa détermination sans faille extrêmement touchante et sa dévotion envers sa mère aussi extrêmement touchante. Bref, j'ai été attendrie par ces personnages-là, j'ai adoré l'histoire, donc je ne peux que vous recommander cette petite pépite. Préparez-vous à avoir une nouvelle propagande bientôt. Je vais terminer cette update lecture avec les derniers romans parce que c'est une saga au complète, puisque j'ai lu le tome 1, mais aussi le tome 2 et enfin le tome 3 de la trilogie Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber, le spin-off de Caraval. J'ai adoré, c'était si bien. Pour vous dire, si j'ai enchaîné les 3 tomes à la suite, c'est que un minimum j'ai aimé, même plus qu'aimé. Donc le tome 1, c'était Il était une fois un cœur brisé, le tome 2, Et ils vécurent malheureux à jamais, et le tome 3, Un baiser d'amour maudit. Alors, je trouve que les 3 tomes ne sont pas très égaux. Je vais vous parler du résumé tout d'abord. On est avec Evangeline Fox, qui est une jeune fille, voilà, qui vit dans une ville, et dont le fiancé, du jour au lendemain, a décidé de se marier avec sa sœur. Alors, c'est pas génial comme annonce, je vous l'accorde. Donc elle décide de se rendre dans le temple de la fatalité du prince de cœur pour lui demander de l'aide et justement d'annuler ce mariage. Sauf qu'il va l'annuler d'une manière assez particulière,
qui va mettre Evangeline sur le devant de la scène et qui va lui réclamer 3 baisers. Alors c'est pas 3 baisers qu'elle va devoir lui donner à lui, puisque les baisers du prince de cœur sont mortels, mais elle lui doit donc 3 baisers et c'est 3 baisers qui vont donner un petit peu le ton sur les 3 romans. Enfin, si on veut. Pour ce premier tome, je l'ai apprécié, c'était plutôt sympa. Je l'ai trouvé dans le style narratif, écrit sous forme de conte en fait. On était vraiment sur quelque chose de merveilleux, sur un bal avec des princes, avec une jolie princesse. Voilà, c'est un peu ce style-là qu'on vient casser bien évidemment à la fin, parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà, j'avais vraiment l'impression qu'on était sur une forme de conte, et d'ailleurs la fatalité du prince de cœur fait son apparition dans la saga Caraval, et c'était un de mes personnages préférés. Donc j'étais très contente de le voir en tant que personnage principal ici. D'autant plus que dans cette saga, on va avoir beaucoup plus de fatalité, et c'est trop bien. En tout cas voilà, en termes de style, on va être sous une forme de conte au début, où on a l'impression que tout est beau, tout est rose, que tout sourit finalement à Evangeline avant qu'elle se prenne une grosse tarte dans la tronche pour la ramener à la réalité, et ça c'est drôle. À partir de ce moment-là, ça devient vraiment intéressant, mais je crois que mon tome préféré, c'est le tome 2, et ils vécurent malheureux à jamais, parce que là, j'ai ressenti le côté addictif, où je ne peux pas lâcher mon bouquin, où c'était je dévore les pages, où je me couche à 2 h du matin pour finir mon roman. C'était excellent, j'ai totalement aimé ce tome 2, du début à la fin, parce qu'on rentre vraiment sur le côté maudit, sur le côté où elle va être un peu en collaboration avec le prince de cœur finalement, alors que dans le tome 1, je trouve que ils sont pas encore trop rapprochés, vous voyez ce que je veux dire, ils vont pas trop évoluer dans la même sphère à part sur la fin, alors que dans ce tome-ci, il est présent tout le temps, c'est vraiment le personnage principal, la relation prend un autre tournant, elle est approfondie même, et elle est sensationnelle. Moi j'ai tellement aimé ces 2 personnages torturés, j'ai tellement aimé leur relation, j'ai souffert avec eux, j'ai tellement aimé tout ce qui s'est passé, c'est de loin le meilleur tome de la trilogie. Et enfin le dernier tome, du coup, Un baiser d'amour maudit, qui vient conclure la saga, et pour moi je le trouve bien en deçà, parce que déjà la fin du tome 2 part sur un trope que j'aime moyennement, je vais pas vous le dire sinon ça vous spoil, mais on part sur un trope qui moi me plaît un petit peu moins, et du coup ça va être le trope principal dans ce 3e tome, donc un petit peu déçue par ça, mais étant donné que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je me suis quand même foncée tête baissée là-dedans. Et donc on arrive avec plusieurs points de vue pour le coup, 3 au total. Donc on prend un autre tournant, c'est beaucoup plus lent. Et pour moi, la fin, même si j'ai adoré retrouver les personnages, si j'ai adoré l'évolution, ce qui s'est passé, etc., pour moi, c'est moins bien parce que on a des éléments, encore une fois, qui restent sans réponse, des intrigues qui ne sont pas terminées, à mon sens. Je ne vous dirai pas quoi, encore une fois, parce que c'est un spoil. Mais pour ceux qui l'ont lu, j'ai déjà 2 intrigues en tête qui n'ont pas trouvé de fin, notamment la principale. Et je trouve ça dommage, même si j'aime bien ce qui se passe, si la relation a une conclusion aussi. L'intrigue qu'on nous a emmenée dès le début du roman n'est pas terminée, et pour moi, j'ai encore des questions. J'ai encore des choses qui restent en suspens et il n'y a pas vraiment de conclusion, et je trouve ça vraiment dommage, même si j'ai bien aimé dans l'ensemble tout ce qui se passait. Donc par ordre de préférence, vous l'avez compris, le tome 2 c'est une claque, j'ai absolument adoré. Ensuite, je dirais potentiellement le tome 1 et ensuite le tome 3 en dernier en termes de préférence, parce que même si là on avait un style qui me plaisait un petit peu moyennement dans le côté conte un peu surfait, un petit peu merveilleux, etc. Le tome 3, le trope que j'aime pas, en fait m'a un petit peu gâché, on va dire, et on avait une sorte de redondance dans les événements qui se passaient finalement, hein, aussi je peux le dire, il y a une sorte de redondance, mais bon, la romance quand même dans l'eau est plutôt pas mal, donc ça reste quand même génial, même si j'ai moins aimé le tome 3, ça reste de très bonnes lectures, mais alors les gens, le tome 2, il est trop bien. Donc voilà, j'ai commencé une trilogie et je l'ai même terminée, donc ça faisait un moment que ça traînait dans ma pile à lire, pour vous dire, comme je les ai en relié, je les ai achetés dès leur sortie, et c'est depuis leur sortie que ça traînait dans ma pile à lire, donc autant vous dire que ça fait quelques années déjà. Ça faisait partie des reliques de ma pile à lire, donc très contente, je savais que j'allais aimer, dans tous les cas c'était même évident. Et je sais pas si vous vous souvenez de ma pile à lire pour 2025, j'avais dit que je lisais justement le premier tome pour février, donc c'est le cas. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure lecture du mois de
de février. Et si vous ne savez pas quoi mettre mais que vous avez quand même envie de me soutenir, je vous invite à mettre un emoji de renard en hommage à Il était une fois un cœur brisé. N'oubliez pas s'il vous plaît le formulaire aussi qui se trouve dans la barre de description pour m'aider un petit peu à améliorer ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!